a do të mbetet Maqedonia para dyerve të Bashkimit Evropian? Si I plotëson shteti jon reformat kundrejt Brukselit? Çfarë do të thotë plani konkret I Francës dhe Gjermanisë I cili parashikon një integrim gradual të vendeve kandidate? Për gjithë këto pyetje, këtu me mua e ka mysafir ambasadorin e Francës, zotëriun Christophe Lerigoler. Franca dhe Gjermania para do koha e prezantuan propozimin e tyre të ashtu quajturin non-paper. Çfarë konkretisht nënkupton ky non-paper për integrim gradual të vendeve kandidate të Bashkimit Evropian? Cette initiative, ce non-papier franco-allemand que vous évoquez et qui a été diffusé au moment du sommet UE-Balkan à Tivat au début du mois de juin, il a plusieurs significations en fait. La première, et je crois qu'elle est importante et il faut le rappeler, c'est que ça veut dire que profondément, la France et l'Allemagne sont mobilisées et croient à l'élargissement. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Et l'idée, c'est justement d'essayer de donner une nouvelle dynamique, de donner un nouvel élan à ce processus d'élargissement dont on voit bien que dans un certain nombre de pays, mais on y reviendra, il peut être compliqué, il peut prendre beaucoup plus de temps qu'attendu, ça peut susciter des attentes déçues, ça peut susciter des frustrations. Et l'idée, c'est justement, en travaillant sur ce concept d'intégration graduelle, de donner une incitation forte aux réformes et de mieux faire coïncider le travail de réforme et les bénéfices du rapprochement croissant avec l'Union européenne. Et en fait, l'idée, c'est de soutenir les politiques qui sont mises en place par les pays candidats au titre de ces réformes, pour leur permettre d'avancer et d'accélérer sur le rythme des réformes. Ce non-papier, il signifie aussi une deuxième chose, à mon avis, qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a une volonté de la part de la France et de l'Allemagne, mais je sais que c'est une volonté qui est partagée par beaucoup d'autres États membres et par les institutions européennes, c'est qu'on essaye d'avancer plus vite sur l'élargissement et l'intégration européenne des pays candidats et notamment des pays des Balkans occidentaux. Pourquoi ? Parce que on est dans un monde qui change très vite. On est dans un monde qui est dangereux. On est dans un monde où on a, nous, Européens, des compétiteurs stratégiques qui ne nous veulent pas forcément du bien. On a besoin de nous unir pour être plus forts, pour pouvoir défendre nos valeurs, pour pouvoir défendre nos modèles de société, nos modèles démocratiques. On souhaite que cet élargissement puisse se matérialiser le plus rapidement possible. Donc c'est le deuxième élément extrêmement important de ce non-papier, c'est insister sur cette notion d'urgence. Et je voudrais également citer un élément sur ce que n'est pas ce non-papier et cette initiative franco-allemande. L'idée, c'est pas de créer une espèce de deuxième statut où il y aurait à la fois des pays qui deviendraient membres de l'Union européenne et d'autres qui ne le deviendraient pas et qui auraient une espèce de statut intermédiaire. Non, très clairement, dans cette initiative et dans la vision des choses qu'à Paris et à Berlin on a, l'objectif, il reste très clair, c'est une intégration pleine et entière des pays candidats des Balkans occidentaux et notamment de la Macédoine du Nord. Et c'est ce que notre président de la République a dit très clairement au Premier ministre Christian Mickoski quand ils se sont entretenus en marge du sommet de Tivat que j'évoquais à l'instant. Non, clairement pas. Ce n'est absolument pas l'idée de créer une deuxième division. Au contraire, l'idée, c'est d'être tous unis au sein de la même division, la division européenne, où on travaille ensemble, selon les mêmes règles, autour des mêmes valeurs et avec les mêmes objectifs de souveraineté européenne, de sécurité européenne et de prospérité pour nos populations. Cili është mesazhi kryesor, më I shkurt thënë, që duan qytetarët e Francës dhe Gjermanisë t'u japin qytetarëve tonë që presin para dyerve të EU-s gjatë kohë? Les messages que nous adressons, nous la France, les pays membres de l'Union européenne, les institutions européennes, en fait, vous avez il y a quelques jours interviewé mon collègue suédois. Mon collègue suédois, il vous a dit il y a trois choses importantes, les réformes, les réformes et les réformes. Je ne vais pas répéter exactement ce que dit mon collègue suédois, mais il a tout à fait raison. Les réformes, c'est un élément extrêmement important, et c'est un des principes fondamentaux, et c'est justement au cœur de ce non-papier franco-allemand, c'est cette notion de mérite de chacune des candidatures. Et la Macédoine du Nord a adopté un agenda de réforme qu'elle met en œuvre, on en reparlera, mais donc il est important de poursuivre sur ce chemin des réformes. Et là-dessus, notre message, il est très clair, il est constant, on l'a toujours dit. On a toujours dit, quelles que puissent être les spécificités du chemin européen de la Macédoine du Nord, qu'on connaît bien,
les réformes, elles doivent être faites, le pays s'est engagé à les faire, et elles font partie du chemin pour se rapprocher de l'Union européenne, et elles font partie, je dirais, de l'espèce d'accord qu'il y a entre la Macédoine du Nord et l'Union européenne, où il y a d'un côté un processus de réforme qui est mené à bien, et de l'autre un processus de soutien, avec notamment un soutien financier important qui vient de l'Union européenne. Le deuxième message qui vient de l'Union européenne, des États membres et de la France, et là encore, il est constant et il est sans ambiguïté, c'est qu'il y a un compromis qui a été signé en 2022. On considère qu'il doit être mis en œuvre. Et donc, en marchant sur ces deux pieds, mise en œuvre du compromis de 2022 et avancée des réformes, on doit pouvoir avancer. Et l'autre message, et qui est extrêmement important, et qui est le message du moment, que je crois qu'il faut que tout le monde entende bien et comprenne bien, c'est que je crois qu'on a, enfin je crois pas, je suis sûr que nous avons aujourd'hui une situation assez inédite dans l'histoire, où probablement il faut remonter au grand élargissement de 2004, où il y a un alignement des institutions européennes, des États membres en faveur de l'élargissement. C'est-à-dire un soutien politique extrêmement fort en faveur de l'élargissement, pour les raisons que j'évoquais, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de nécessité de renforcer notre résilience au niveau européen, d'être plus forts ensemble. Et ça, c'est une occasion qu'il faut vraiment saisir. Et le dernier point, mais ça découle de ce que je viens de dire, c'est on a en France, nous, aujourd'hui, un engagement politique très fort sur l'élargissement. Je reconnais que ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire, il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et c'est pour ça qu'on souhaite avancer maintenant, qu'on souhaite avancer vite et qu'on souhaite avancer de manière décisive. Por liderët Maqedonas shpesh thonë përmendjen në deklaratat e tyre se duhet të kërkojnë rinegocim të marrëveshjeve të bëra. Cili është qëndrimi i Francës në lidhje me marrëveshjen me Bullgarinë? A ka hapësirë, a është e pranueshme që të rinegocohet ndonjë pjesë? Alors déjà, je voudrais une question un peu de sémantique ou de vocabulaire à préciser. Le compromis de 2022, c'est pas un compromis que la Bulgarie, c'est un compromis et un texte qui a été signé entre la Macédoine du Nord et l'Union européenne. Donc, il engage la Macédoine du Nord vis-à-vis de l'Union européenne. Moi, là, j'ai vraiment envie de m'exprimer en tant qu'ami des Macédoniens de la Macédoine du Nord. Je crois qu'il faut être réaliste. Le compromis de 2022, il ne va pas être réouvert, il ne va pas être renégocié. Et je pense que s'engager dans la voie de la renégociation du compromis de 2022, à mon avis, c'est le seul résultat possible, c'est de faire perdre du temps à tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'en soi, ce n'est pas une bonne idée. Après, une fois qu'on a dit ça, on comprend particulièrement et on comprend parfaitement bien les problèmes que ça peut poser derrière en termes politiques, mais il y a quand même une réalité qui est une réalité diplomatique, une réalité juridique, qui est qu'il y a un texte qui a été signé en 2022. Alors après, on peut considérer que ça a été signé par un autre gouvernement, qu'on n'aimait pas ce gouvernement, qu'ils n'étaient pas gentils, ils n'étaient pas beaux, tout ce qu'on veut, mais il n'en reste pas moins que ce document, il a été signé. Donc à partir du moment où il a été signé, il est en vigueur et un engagement est pris, il doit être mis en œuvre. Nous, ce sur quoi on veut travailler, c'est d'essayer de trouver des moyens, non pas pour le renégocier, mais pour le mettre en œuvre, mais en essayant de trouver un accompagnement pour que ce soit politiquement acceptable et que ce soit possible de le faire dans un délai raisonnable. Pour que ce soit politiquement acceptable, il y a un certain nombre de choses, notamment sur la manière exactement dont on interprète ce compromis de 2022 qui, on le sait, est parfois un peu compliqué, un peu complexe. Il y a des éléments qui s'enchaînent les uns aux autres, donc c'est pas toujours très simple. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et sur ce point c'est pareil, notre position elle est très constante, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a besoin qu'il y ait un dialogue franc, ouvert, apaisé entre Skopje et Sofia. Alors, on note avec satisfaction que depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement à Sofia, il y a des premiers gestes, il y a eu des premières rencontres, il y a eu des occasions de se parler bilatérales. La présidente est allée à Sofia, le président du Parlement est allé en Bulgarie également. Le ministre des Affaires étrangères, Timcho Mutsunski, a eu plusieurs occasions de s'entretenir. Il faut rester optimiste et ce que je vois, c'est qu'il commence
on commence à avoir une forme de dynamique de reprise des discussions bilatérales. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, que tout sera facile. C'est pas ça du tout que je dis. Ce que je dis, c'est que déjà, c'est extrêmement important de se parler, de se dire les choses. Et ce que je dis aussi, c'est que malheureusement, et c'est là, il ne faut pas être naïf, c'est la réalité de notre monde, il y a des gens, des milieux, je citerai pas qui, je laisse les gens deviner ou comprendre, qui, en Bulgarie, en Macédoine du Nord, n'ont pas forcément intérêt à ce que la situation évolue et s'améliore dans la relation bilatérale entre les deux pays. Donc il y aura sans doute des provocations, des déclarations maladroites, des accusations, des choses comme ça. Et je pense qu'il faut que là, on soit nous tous raisonnables vis-à-vis de ça, qu'on sache prendre du recul par rapport à ça, qu'on gère ça avec calme, avec mesure, et que tous, c'est-à-dire les dirigeants macédoniens, les dirigeants bulgares, mais aussi nous, les dirigeants européens qui sont prêts à accompagner ce dialogue, qu'on soit prêts à traiter ça avec sérénité et à rentrer dans un dialogue, une fois de plus, confiant, qui est un objectif qui profitera à tout le monde, qui est la stabilisation de la région et qui est l'élargissement de l'Union européenne et la réunion de la région au sein de la grande famille européenne. Përmendet aktorët që nuk ja duan të mirën Maqedonisë. Pra, rruga e bllokuar e eurointegrimeve ka lënë hapësirë për aktorë të ndryshëm që ta keqpërdorin situatën në vend me fushata dezinformuese dhe cili është mesazhi juaj, cila është ajo këshilla juaj për të ndërtuar në shoqëri e cila do të jetë rezistente ndaj manipulimeve të tilla informative, duke pasur parasysh që Franca merret seriozisht me këtë çështje. Effectivement, le sujet de la désinformation, de la manipulation de l'information, c'est un sujet que nous, en France, on prend extrêmement au sérieux. Parce que on voit bien, et on n'est pas les seuls, que la désinformation, c'est pas juste un épiphénomène, des choses un peu décalées qu'on trouve sur TikTok, sur Instagram ou ailleurs. C'est potentiellement une arme politique extrêmement puissante. Et c'est une arme politique, soyons clairs, c'est une arme politique qui peut mettre en danger nos démocraties, qui peut provoquer des conflits armés, qui peut tuer des gens. Donc il faut prendre la désinformation pour ce que c'est aujourd'hui. C'est un outil non militaire qui peut être utilisé à des fins hostiles à l'encontre d'une société, à l'encontre d'un État, à l'encontre d'individus. Et il faut le prendre comme tel. Et à partir du moment où on a compris que la désinformation, ça peut être une arme, il faut renforcer notre outil de défense vis-à-vis de ça. Donc, c'est quelque chose que nous, on prend très au sérieux. On a mis en place au niveau national en France une structure qui s'appelle Viginum, qui est une structure qui est spécialisée dans le monitoring, l'identification et la réponse aux ingérences numériques venant de l'étranger. Et on sait que les ingérences numériques venant de l'étranger peuvent être extrêmement importantes dans des scrutins électoraux, par exemple. Je vais vous donner juste un exemple. En France, on a pris la décision politique, contrairement à certaines autres élections, de ne pas autoriser le vote électronique pour l'élection présidentielle. Parce qu'on considère aujourd'hui qu'on n'a pas un degré de sécurité absolu qui nous permette de pouvoir mettre en place un vote électronique pour l'élection présidentielle qui aura lieu en 2027 en France. Donc, les Français devront voter de manière très classique, en se déplaçant, en prenant un bulletin, en le mettant dans l'urne. On soutient également au niveau européen toutes les initiatives, toutes les politiques visant à renforcer la résilience de l'Union européenne vis-à-vis de la désinformation. On a notamment ce Digital Service Act, ce DSA, le règlement numérique européen, qui est censé nous donner un certain nombre d'outils notamment pour réguler les plateformes et essayer de limiter l'utilisation des plateformes numériques comme vecteur de la désinformation et de la déstabilisation. Et puis ici, en Macédoine du Nord, on soutient un certain nombre d'initiatives et on aura encore un programme consacré à ça l'année prochaine sur l'éducation aux médias, le renforcement du journalisme d'investigation et la lutte contre les manipulations de l'information. Mais au final, la lutte contre les manipulations de l'information, et quand je dis ça devient l'affaire de tout le monde, ça veut dire ça doit mobiliser l'État, ça doit mobiliser les citoyens, ça doit mobiliser les journalistes et les médias, et ça doit mobiliser la société civile également.
Plani I rritjes jep ndihmë financiare, por në qoftë se implementohen reformat. Duke pasur parasysh se pikat më të dobta të Maqedonisë janë luftën kundër korrupsionit, si dhe në gjyqësor, si I ndjek Franca dhe Bashkimi Evropian këto reforma nëse janë reale apo janë vetëm në letër sa për të marrë para? Pour faire le point sur l'avancée des réformes, il y a une vraie accélération qui est indéniable depuis le début de l'année 2026, et ce qui conduit notamment au déblocage par l'Union européenne, par la Commission, de plus de 65 millions d'euros au titre du plan de croissance. Donc tout ça est positif parce que ça prouve qu'il y a une dynamique positive qui se crée. Pour autant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste vigilant, on continue à soutenir le processus de réforme. On le soutient d'ailleurs concrètement, puisque la France, on a 3 experts techniques qui sont placés dans 3 ministères clés pour les réformes et qui sont là pour aider et pour apporter justement une expérience, une expertise sur la mise en œuvre des réformes en vue de l'accession à l'Union européenne. Mais voilà, on reste vigilant. Vous avez vu dans le rapport Weitz du Parlement européen qui a été adopté il y a quelques jours que le rapport met l'accent aussi sur la nécessité de faire plus et plus vite en matière d'état de droit, en matière d'indépendance de la justice, en matière de lutte contre la corruption, qui sont des sujets qui sont extraordinairement importants. Parce que au moment où on arrivera au terme des négociations d'adhésion, au moment où on devra ratifier le traité d'adhésion de la Macédoine du Nord et de tous les autres pays, dans les opinions publiques européennes, ce sujet de la lutte contre la corruption, de l'indépendance de la justice, il sera extrêmement important. Et il est important pour les citoyens de ce pays. Je veux dire, quand vous discutez avec les gens dans ce pays, tout le monde vous dit oui, il faut que la justice marche mieux et il faut qu'on lutte contre la corruption. Donc c'est extrêmement important. Sur la mise en œuvre, vous avez tout à fait raison. Sur les réformes, c'est bien d'adopter les lois. C'est encore mieux d'adopter après les textes réglementaires pour faciliter l'application des lois. Et c'est encore mieux après que ces lois soient mises en œuvre. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on prêtera attention. Mais ça, je dirais, c'est aussi, d'une certaine manière, l'exigence démocratique normale dans un pays démocratique comme ici. Ce sera aussi aux citoyens de ce pays de juger, quand il sera appelé à juger, de la mise en œuvre de ces réformes. Të kthehemi pak te gjeopolitika, te lufta në Ukrainë posaçërisht, e cila zgjat me vite. Franca I ka ndihmuar, ka mbështetur Ukrainën si me armë, si në mbrojtje, ashtu edhe në rrugën në kyçjen e saj në Bashkimin Evropian. Cilat janë hapat konkrete që vendi juaj I bën? Sur le conflit en Ukraine, je suis sûr que notre position, elle est extrêmement constante depuis le début. On considère que cette guerre est totalement injustifiée. On soutiendra l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour défendre sa souveraineté, pour protéger sa population contre, vous le voyez bien, des attaques tous les jours, des bombardements, des missiles qui tombent et qui visent de plus en plus les populations civiles, aujourd'hui en Ukraine malheureusement. On s'est engagé dès le début avec beaucoup d'autres partenaires européens ou extra-européens en soutien de l'Ukraine. C'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. Mais je crois qu'au-delà du territoire de l'Ukraine, c'est aussi un modèle qu'on protège. C'est aussi un modèle démocratique, c'est aussi la volonté d'un peuple de vivre dans son État. C'est aussi respecter la volonté d'un pays de défendre ses frontières, de préserver son intégrité territoriale, de préserver son identité aussi, parce que c'est aussi ça. Hein. Et donc, l'engagement de la France auprès de l'Ukraine, il est de long terme. Hein. Il est multiforme. C'est un soutien politique, c'est un soutien militaire. On a donné beaucoup de matériel à l'Ukraine. La France est aussi à l'initiative, notamment avec la Grande-Bretagne, de cette coalition des volontaires. Et puis, on est aussi très engagé d'ores et déjà dans toute la réflexion et dans les premières étapes de la reconstruction de l'Ukraine après le conflit. Franca gjithashtu është aktive edhe me misionet detare si përgjigje ndaj agresionit rus. Sa ndihmojnë këto masa ushtarake për ruajtjen e stabilitetit të aleatëve? Écoutez, d'abord, la France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité.
Elle est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. À ce titre, on considère qu'on a une responsabilité en termes de paix, en termes de stabilité et en termes de sécurité mondiale. On peut regretter qu'il y ait d'autres membres du Conseil de sécurité qui n'aient pas cette préoccupation. Mais c'est comme ça. Et on a, en partie parce que l'histoire l'a voulu comme ça, mais aussi parce que nos dirigeants politiques l'ont souhaité, on a aussi un outil militaire qui nous permet à la fois d'assurer la protection de notre territoire, mais aussi d'assurer un certain nombre de missions hors de notre territoire, et y compris des missions de maintien de la paix. Donc ça, c'est extrêmement important. On l'a fait dans de nombreux pays. La France a été engagée pendant très très longtemps, par exemple au Liban, dans le cadre de l'opération des Nations Unies pour la stabilité du Liban. Et aujourd'hui, on est engagé dans d'autres opérations. Si on prend effectivement l'exemple de la marine française, qui est un outil militaire qui est important pour nous, parce qu'on a cette tradition maritime, parce qu'on a un grand espace maritime sur la plupart des océans et des mers de la planète, on cherche à jouer notre rôle. Et pour en revenir au sujet Ukraine-Russie, la marine française, elle contribue aussi directement à la mise en œuvre des sanctions contre la Russie, et ce qui nous a amené, par exemple, au cours des derniers mois, à pouvoir arraisonner plusieurs bateaux qui font partie de ce qu'on appelle la flotte fantôme, c'est-à-dire en fait ces navires qui transportent du pétrole russe et qui contribuent au commerce du pétrole russe en contradiction et en contravention flagrante avec les sanctions internationales. Donc là-dessus aussi, on prend nos responsabilités et on essaie de faire en sorte que les sanctions que nous-mêmes on décide, que nous-mêmes on met en place, qu'on essaye de les rendre les plus efficaces possibles. Kur jemi te siguria globale, cili është roli dhe përfshirja e Francës në sigurimin e qarkullimit të lirë dhe në sigurimin e hapjes të ngushticës së Hormuzit? Là encore, c'est un peu la même logique, si vous voulez. C'est un peu l'idée de la France et de ses responsabilités au titre de son statut au sein des Nations Unies. Et puis en fait, ça part d'un constat simple dont on est tous les témoins, c'est que la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est une situation géopolitique qui est extrêmement dommageable pour l'économie mondiale. Alors le premier effet que tout le monde a vu, c'est sur le transport du pétrole, avec un impact très direct dans nos sociétés, l'augmentation des prix des carburants. Mais c'est bien d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont produites dans cette région et qui ne circulent plus. Je pense aux engrais, je pense à certains composants pour des industries de haut niveau, la production de l'hélium, par exemple, de l'aluminium, des choses comme ça. Et la fermeture du détroit d'Ormuz, ça a un impact extrêmement déstabilisant pour l'économie mondiale, qui est déjà fragilisé par un certain nombre de conflits et de désordres. Et ça a d'ailleurs été un des grands sujets de la présidence française du G7 cette année. Et c'est pourquoi, là encore avec le Royaume-Uni, vous voyez que le Royaume-Uni, et même si on n'est plus tous les deux membres de l'Union européenne, on a des intérêts communs et on coopère sur beaucoup de sujets. Et là encore, donc avec le Royaume-Uni, dès le mois d'avril, on a lancé une initiative pour essayer de faciliter la réouverture du détroit d'Ormuz et de le sécuriser. Et concrètement, ça veut dire une disposition de la France à mettre en place des moyens humains, des bateaux, pour sécuriser le détroit d'Ormuz, pour déminer le détroit d'Ormuz et assurer la sécurité du passage des navires commerciaux. Ju faleminderit për intervistën dhënë. Faleminderit.